Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Dans cette série, réalisée en approche pluridisciplinaire sur le thème du contrôle coercitif, nous avons abordé les notions de droit, de santé de l'adulte, les violences économiques, la sociologie, contrôle coercitif et justice, la parentalité, la clinique du lien. Et enfin, l'enfant dans le contrôle coercitif, avec notamment le docteur Pierson et Hélène Romano. Anasio pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet, avec du contenu pour sensibiliser et informer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller plus loin sur le sujet de l'enfant dans le contrôle coercitif, avec une question qui est: comment repérer les enfants exposés au contrôle coercitif? Pour ce faire, nous avons le plaisir de vous partager la nouvelle interview réalisée avec Hélène Romano, s'appuyant notamment sur son dernier ouvrage, Repérage et prise en charge des enfants exposés au contrôle coercitif aux éditions de Bec. Hélène Romano est docteure en psychopathologie, habilitée à diriger les recherches doctorants en droit privé sciences criminelles et spécialiste du psychotraumatisme, en particulier de la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales. Aussi, nous avons le plaisir de vous proposer dans ce podcast, tout d'abord, un rappel de définition du contrôle coercitif et pour aller plus loin, de cette notion de violence coercitive développée par Hélène Romano, ainsi que des exemples de tactiques. Nous verrons ensuite les impacts sur les enfants. Enfin, Anasio, c'est le podcast pour une enfance protégée. Comment alors le protéger effectivement? Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Sybille. Merci pour ce nouvel échange. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouveau podcast à l'occasion de la sortie de ton nouveau livre, Repérage et prise en charge des enfants exposés au contrôle coercitif aux éditions de Bec. Alors, ce que je te propose peut-être pour commencer, c'est de repartir d'une définition, parce qu'en lisant ton livre, donc, tu évoques la différence entre les violences intrafamiliales, le contrôle coercitif et la notion de violence coercitive. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, alors déjà merci pour ton invitation, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Rappelez peut-être que le contrôle coercitif, c'est une notion sociologique. Evan Stark la propose il y a déjà plusieurs années, avec son regard de sociologue qui est très ancré sur la question des stratégies de l'auteur et très ancré pour lui sur la question des violences financières. C'est très présent dans ses écrits. Le contrôle coercitif, c'est un continuum de violence, un ensemble de schémas comportementaux faits à partir de micro-régulations qui vont conduire un partenaire à obtenir le contrôle et à dominer l'autre. Alors ça passe par différentes stratégies de disqualification, d'intimidation, d'isolement, de difficultés, de dépendance financière, de contrôle via les nouvelles technologies, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, le partenaire est majoritairement, dans les statistiques sont des femmes, la partenaire est totalement dépendante psychiquement, financièrement, affectivement, matériellement de son conjoint. Partir devient extrêmement compliqué et dangereux, on pourra en parler. Oui. Et quand il y a des enfants, c'est le sujet de notre échange, ils sont Oui. des victimes directes. Donc le contrôle coercitif, c'est la question de la stratégie de l'auteur, Oui. avec cette dimension très sociologique. Et on le voit sur les profs d'université, sociologues. Je pense à Andrea Ventilla qui a fait un ouvrage où elle reprend son ouvrage. C'est essentiellement la reprise des articles et des publications des autres collègues qu'elle a traduits. On voit bien que c'est vraiment la dimension sociologique qui prime et les conséquences matérielles, financières, essentiellement. Alors ça, c'est fondamental. Mais du coup, on ne prend plus forcément en compte la dimension psychologique et la dimension des conséquences cliniques. Et c'est pour ça que je propose le terme de violence coercitive.
en revenant avec cette idée, initialement, quand on parlait des violences intrafamiliales, on partait beaucoup des conséquences sur la femme, on parlait pas tellement des enfants, des conséquences sur la femme et de son ressenti. Très Le bien. contrôle coercitif met le curseur sur les auteurs, les Oui, stratégies des auteurs, ce qui est extrêmement important. Et je propose en fait une synthèse, quelque chose de très systémique, où on ne soit plus uniquement sur regarder les stratégies des auteurs ou regarder uniquement le vécu des femmes, mais être sur quelque chose qui prend en compte les faits de violence et la stratégie. Pour le dire autrement, dans les violences intrafamiliales, on a tendance à interroger la femme, mais pourquoi elle n'est pas partie? oui, Pourquoi elle est dans cette situation-là? Sur le contrôle coercitif, le paradigme il change, on n'est plus sur mais comment l'auteur s'y prend pour parvenir à contrôler sa conjointe, sa partenaire comme ça. Et moi je propose quelque chose avec un acronyme OQPC, où ça se passe, qui agit cette violence-là, pourquoi et comment. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus global pour ne pas mettre de côté les stratégies, mais ne pas mettre de côté la dimension clinique. Alors moi, la différence avec les sociologues, c'est que je suis psychothérapeute et oui, clinicienne. tout à fait. Ok, très bien, merci. Donc, une notion englobante qui va aller prendre en compte l'effet de violence et les stratégies. Tout Et à tu fait. disais en posant le où, qui, pourquoi, comment. Alors, si on revient à notre sujet qui est celui des enfants, peut-être qu'on pourrait illustrer ces violences coercitives par des techniques qui sont employées vis-à-vis des enfants. Est-ce qu'on peut prendre quelques exemples? Tu évoquais l'isolement, la surveillance, la disqualification, et Oui. tu en évoques d'autres dans ton livre, hein, j'en ai répertorié 9. Peut-être on peut évoquer quelques exemples? Oui, l'enfant, il va être exposé à différents niveaux. Il peut être lui-même subir ce type de Oui, stratégie avec un parent qui va le disqualifier, qui va se moquer de lui, qui va en permanence se moquer de lui physiquement, intellectuellement, qui va l'isoler aussi, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui souvent ne peuvent pas faire les activités périscolaires qu'ils veulent, ou oui, ils ne font que celles que le père a décidé qu'ils devaient faire, ou alors il n'y a pas d'argent, c'est trop loin, les horaires ne conviennent pas, donc l'enfant ne peut pas sortir en dehors de l'école, avoir une vie en dehors de l'école, il n'a pas le droit d'aller à des activités avec des camarades, les soirées pyjama c'est interdit, ou alors si c'est autorisé, lui n'a pas le droit d'inviter, donc il est très isolé par rapport à ses camarades. Dans la vie d'un oui, enfant, l'école, les camarades, c'est quand même très important. Il est isolé par rapport à la famille maternelle. Il peut plus voir ses cousins, ses cousines, les grands-parents. Il est disqualifié, il est humilié. Certaines fois, il peut pas faire les études qu'il veut. oui, Là, j'ai une situation d'une jeune patiente qui passe son bac et le père a interdit, en ne permettant pas la mise en place financière, qu'elle puisse aller faire les études qu'elle souhaitait, alors que ce sont des parents qui ont de l'argent. Donc ce contrôle-là, il est manifeste chez les enfants. Et la spécificité dans ce que subissent les enfants, c'est qu'ils vont être extrêmement insécurisés par l'attaque de la mère. mm, C'est-à-dire qu'un enfant, pour bien grandir, il a besoin d'être dans un environnement où il est protégé, sécurisé, valorisé. Et je propose un acronyme qui est facile à avoir en tête, SVP, oui, s'il vous plaît. Sécurité, valorisation, protection. Comme ça, on l'a bien en tête, on l'oublie pas. Et quand un enfant voit ses parents qui sont censés le protéger, et sa figure d'attachement principale, qui est souvent la maman, qui est mise à mal, qui est épuisée, qui est disqualifiée, ça va l'insécuriser terriblement, avec des conséquences souvent après dans sa vie sociale. Donc on voit que ces stratégies agies chez la mère peuvent être agies directement sur l'enfant, oui, mais certaines fois l'enfant va subir le contrôle coercitif en devenant une arme pour blesser la mère. Je te donne deux exemples. Monsieur agresse madame verbalement et interpelle, monte du doigt l'enfant en disant bah tu vois ton gamin, t'es même pas capable de ci, de ça. mm, Ou l'enfant ne veut pas manger ce qui est préparé à table, le père intervient en disant bah tu vois auprès de la mère, t'es même pas capable d'éduquer correctement ton enfant. Ou ton enfant n'arrive pas à se calmer, n'arrive pas à dormir sans lumière le soir. La mère est disqualifiée,
l'enfant est souvent pointé du doigt, hein, c'est ce que nous disent Oui, les enfants, et la mère est mise face à son enfant qui la regarde souvent totalement désespérée et terrorisée par la violence du père. mhm. Ça, c'est la première stratégie. Et une autre, c'est l'enfant est pris à partie. Bah, tu vois ta mère avec des mots qui sont violents, hein. C'est une salope, c'est une pute, va rejoindre ta pute de mère, ta Mhm. mère elle est incapable, elle est vraiment trop nulle, n'en va pas demander à ta mère parce que de toute façon avec elle t'arriveras à rien. Donc ce sont des choses qui insécurisent terriblement l'enfant. Et la particularité des violences coercitives pour les enfants, c'est qu'en plus des violences psychologiques que sont l'isolement, le contrôle, la manipulation, la disqualification, enfin tout ce qu'on connaît, il y a l'attaque du lien à la mère. Oui, et donc ce qui peut entraîner un trauma relationnel, tu en Oui, parles tout à dans ton fait. livre. Mm. Tout à fait. C'est-à-dire que les enfants qui sont exposés pendant plusieurs mois, souvent plusieurs années, à des violences et à des événements traumatiques, parce qu'il faut comprendre que c'est une dimension traumatique pour un Oui, enfant. Je fais juste un petit pas de côté. L'événement traumatique, c'est ce qui confronte à la mort oui, ou à la sensation d'avoir vu quelqu'un mourir. Et dans les violences coercitives, la mort, elle est présente parce que souvent les pères menacent, tu ferais mieux de mourir, de toute façon tu vas crever. C'est très direct, c'est très violent. L'enfant, il entend ça, il voit sa mère, et des fois, le père peut dire à l'enfant, tu ferais mieux de mourir, tu débarrasserais ta mère de bien des problèmes, ou dire à la mère, tu ferais mieux de mourir, tu débarrasserais tes enfants de bien des problèmes. Donc, la mort est omniprésente, et le fait d'être très insécurisé par quelqu'un qui est censé protéger est une attaque de la sécurité psychique interne, qui va insécuriser et traumatiser au sens confrontation à cette mort psychique de l'enfant. Donc il y a déjà tous les troubles de stress post-traumatique, oui. qu'on appelle des troubles de stress post-traumatique complexes chez l'enfant, Mm. parce que justement, ils s'inscrivent dans le temps, ils s'inscrivent sur tous les registres de la vie de l'enfant, la vie familiale avec les conséquences scolaires, et ils attaquent véritablement ce lien d'attachement qui est si fondamental pour l'enfant, parce que l'enfant ne se sent pas en sécurité avec un parent qui est extrêmement agressif et souvent très instable, parce qu'on a des auteurs de violences coercitives qui tout d'un coup peuvent être gentils, Oui, entre guillemets, faire un compliment, et juste après, ils disqualifient. C'est le chaud, le froid en permanence, tout à fait. et ça insécurise. Donc le trauma relationnel, c'est ce traumatisme dans les liens d'attachement qui fait que l'enfant n'arrive pas à se construire en étant sécurisé psychiquement. Il n'a pas ça. Et il n'a pas ça du côté du père. Et du côté de la mère, les mamans, elles font ce qu'elles peuvent avec toute la douleur, la souffrance qui est la leur, hein, le mode survie qu'elles sont obligées de mettre en place. Elles protègent leur enfant comme elles peuvent, mais elles ne sont pas aussi détendues, aussi safe, aussi heureuses, épanouies que si elles étaient soutenues, encouragées par leur mari. Donc forcément que l'ambiance est difficile pour les enfants. Tout à fait. Donc, on a évoqué des techniques, on a évoqué les besoins, donc le SVP, sécurité, valorisation et protection nécessaires pour l'enfant pour bien se développer. Étant donné ces éléments-là, est-ce qu'on peut évoquer ces fameux impacts? Dans ton livre, tu parles de ce besoin de l'enfant ou ce mécanisme déjà de développer des théories infantiles et de comprendre, d'essayer de donner du sens à ce qui se passe. Oui, alors c'est un peu différent. Donc, je vais parler des théories après des impacts. D'accord. L'enfant, quand il vit des choses compliquées, qu'il comprend pas, il théorise. Alors, des fois, ça peut être un peu rigolo, les théories sur comment on fait les bébés. On Mm. a des fois des surprises sur la façon dont l'enfant se représente la conception, mais on voit qu'il va essayer, avec les connaissances qu'il a, de donner du sens. Et c'est très fort. Moi, je travaille aussi beaucoup auprès des enfants qui sont endeuillés, quand ils sont confrontés à la maladie grave, au deuil, à des épreuves de vie, quand les parents se séparent, par exemple, et quand il y a de la violence. Et quand il y a cette violence coercitive qui vraiment impacte à tout niveau la vie de l'enfant. Ça l'impacte, on verra après, au niveau de son corps, au niveau Oui. somatique, psychologique, familial, scolaire, social. Mm. C'est pluriel. L'enfant, il essaye de comprendre, de se débattre avec tout ce qu'il subit pour se dire mais comment ça se fait. Moi, j'ai repéré dans ma pratique différentes théories que je présente dans mon livre. Oui. La théorie traumatique qui est vraiment celle qu'on va repérer chez des enfants qui ont pu bénéficier euh, de ce qu'était une vie sécure. Je prends l'exemple, les parents vivent ensemble, il n'y avait pas de souci, les parents se séparent, madame se met en couple avec quelqu'un qui est contrôlant. Et l'enfant subit un beau-père contrôlant, mais il a déjà, il connaît un avant. Il Oui. connaît un avant et souvent il va y faire référence.
ou alors il y a un parent qui n'était pas du tout dans cette démarche excessive du contrôle. Dans l'anamnèse, on retrouve des traces, mais il y a quelque chose qui dans la vie fait que ça va entraîner une forme de fracture de vie, changement de poste, déménagement, et l'enfant va dire oui, mais avant, il y avait ci, il y avait ça, ou avant Covid, c'est l'exemple que je donne parce qu'on a eu beaucoup de choses qui se sont déclenchées, de violences qui se sont déclenchées au moment du Covid. Oui. L'enfant dit mais avant c'était pas comme ça, donc du coup c'est à cause de, et il trouve une explication traumatique aux violences du père. Il y a d'autres théories, le chaos, où là c'est des enfants qui n'arrivent même pas à se projeter dans demain, ils cherchent même pas à comprendre pourquoi c'est là, mais c'est la fin du monde et le chaos est total avec des angoisses de mort qui sont très présentes chez ces enfants-là. On a la théorie de la culpabilité qui est assez forte et de la punition et qui est d'autant plus forte que les auteurs, hein, souvent on dit c'est de ta faute, c'est à cause de toi, ou tu l'as bien cherché, ou si tu étais comme si, on pourrait faire ça, ou si tu étais meilleur élève, tu pourrais aller à la danse, ou si tu Oui. étais plus sage, je ne me serais pas fâchée après maman. C'est très fort. Alors des fois, on a toutes ces théories-là hein, qui cohabitent, mais des fois plus l'une que l'autre. Et chez les ados, il y a souvent une tentative d'explication dans la famille, de transmission. Ah oui, mon père, il est comme ça, mais en fait, le grand-père était comme ça, son frère, il est Oui. pareil. Mais avec des angoisses aussi, d'être soi-même contaminé et de devenir violent. Et donc, les impacts, parce qu'il y en a plusieurs, et je dis Oui. impact, j'avais un collègue qui m'avait dit, mais impact, c'est le terme qu'on utilise pour des balles, pour des coups de feu. Je dis, bah oui, c'est ça, psychiquement, ça effracte. Hein. L'impact, il est somatique, parce que être dans un contexte de stress permanent, bah, ça fait que le corps il doit subir le stress et le stress c'est très mauvais pour la santé quand il est chronique. Il peut y avoir des maladies auto-immunes qui se déclenchent, il peut y avoir des troubles anxieux qui vont entraîner des difficultés à dormir, donc avec plus de difficultés aussi après à récupérer, être plus fatigable. On a des enfants qui vont être en rupture de courbe de croissance. On a des enfants qui vont développer des troubles psychosomatiques parce qu'ils ont mal au ventre, parce qu'ils ont mal à la tête. Là, j'ai un petit patient qui a développé une alopécie, il perd ses cheveux, des troubles dermatologiques. Le corps, il parle chez l'enfant. Tout à fait. Et Là, tu faisais référence dans ton livre, on a le Van der Kolk, le Oui, Van corps der Kolk, n'oublie. oui, qui Voilà. le corps parle et le corps n'oublie pas, le corps n'oublie Voilà. rien. Ce livre, il est vraiment remarquable Oui. et il témoigne de ça. C'est-à-dire que les enfants, plus ils sont petits, moins ils ont le verbal, ou moins ils sont entendus par les adultes parce qu'ils sont petits, soi-disant, ils ne doivent pas être traumatisés, ce qui est totalement faux. Oui. Et le corps parle beaucoup. Et il parle parce que c'est un moyen d'expression pour l'enfant, mais il parle aussi parce qu'il souffre. Puis on a des enfants qui subissent dans les contextes de violences coercitives des violences physiques et qui des fois ont des traces physiques, des fractures et après toutes ces conséquences-là. Oui. Donc ça c'est un pan très important des impacts sur les enfants. Donc Il y a l'impact somatique, tout à fait. Oui. somatique corporel, Oui. somatique, il est vraiment très très fort. Et ce qui fait que certaines fois, on a des enfants, on voit beaucoup ça avec des enfants victimes de violences sexuelles et de violences physiques, mais dans les violences psychologiques comme les violences coercitives, je le vois aussi dans ma patientèle, d'enfants qui en grandissant, c'est tellement insupportable, ça vient dans ma tête, ça m'envahit. Donc ça, c'est les conséquences psychologiques dont je vais parler. Donc du coup, j'essaie de débarrasser ma tête de ça et je vais taper dans les murs, je vais me cogner la tête ou je vais me scarifier. Je me fais mal, et donc c'est les conséquences somatiques après sur le corps, parce qu'en me faisant mal, ça entraîne un dérivatif par rapport à tout ce que la violence de l'autre vient submerger dans mon propre fonctionnement. Je suis envahie par la parole de mon père, l'odeur de mon père quand il vient me parler, le climat de terreur qu'il impose, le fait que je doive lui rendre des comptes en permanence, ça me terrorise psychiquement. Hein, c'est vraiment une violence terrorisante, le contrôle coercitif. Et ça m'envahit tellement que ça me fait souffrir, c'est trop compliqué. Et ben je vais me faire une violence, une auto-violence, des gestes auto-agressifs. Et ça fonctionne plutôt bien. Parce que quand l'enfant se tape, se cogne, quand il se scarifie, ils nous le disent très bien, les enfants. Ils pensent à ça à ce moment-là parce qu'il a mal, il a très mal. Du coup, ça évite de penser aux violences coercitives, aux violences du père. Et du coup, bah, je vais recommencer. Et après, c'est un enchaînement insupportable. Donc, les violences somatiques sont très liées aux violences psychologiques et dans les conséquences, l'impact psychologique, on a un impact très fort qui entraîne
ce fameux trouble de stress post-traumatique chronique, avec des flashs, des reviviscences, l'impression que l'auteur est toujours là. J'ai des patients qui ont grandi, 10 ans plus tard, ils ont toujours peur que leur père soit là à contrôler, parce qu'on voit que ça dure dans le temps. Des stratégies d'évitement pour éviter d'être trop envahi par ces images qui reviennent du parent contrôlant, et des troubles souvent cognitifs parce que c'est fatigant, c'est épuisant, on a du mal à mémoriser, on a du mal à apprendre, donc toutes les conséquences scolaires, et on a beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir, avec souvent une perte d'élan vital chez ces enfants très jeunes. Donc les conséquences psychiques, elles sont majeures, elles ont des conséquences dans le lien, on en parlait tout à l'heure, relationnel avec la maman protectrice et le père violent. Et ça entraîne des conséquences dans la filiation. Oui. C'est un crime, je dis crime parce que ça peut conduire au décès de la maman et des fois au décès de l'enfant. C'est criminel, ce sont des violences criminelles qui vont... moi je parle de crimes d'identité, Stark parlait de crimes de liberté. Les deux, je pense, c'est tout à fait compatible. Les deux se comprennent. C'est un crime filial, la violence coercitive. L'enfant, il est dépossédé d'un lien filial de protection fondamentale, il est expulsé de ça à cause des violences de ce père, et ça va entraîner des liens d'attachement souvent insécurisants, des ruptures familiales. Il n'y a plus souvent de connaissances avec la famille de la mère, il y a des connaissances des fois avec la famille du père, mais souvent ce sont des hommes qui n'ont pas forcément beaucoup de liens avec leur propre famille. Il n'y a pas d'amis, et ces conséquences-là, on les verra plus tard aussi, ça c'est dans l'enfance, parce que les conséquences du contrôle coercitif comme des maltraitances, c'est une bombe à retardement. Il y a les conséquences dans l'enfance, Oui. et il y a les conséquences quand ils deviennent adultes, on Oui. pourra peut-être en parler, j'en parle beaucoup dans mon livre, Oui. parce que c'est vraiment un continuum. Donc familialement, c'est vraiment très compliqué en termes de conséquences. L'impact, il est aussi au niveau social, j'en parlais tout à l'heure, Oui. ce sont des enfants souvent très isolés. Donc, comme ils sont très isolés, qu'ils n'ont plus confiance en l'adulte, ils vont pas parler facilement, pas se confier avec beaucoup de confiance pour le coup avec des adultes extérieurs. Et les conséquences, elles sont souvent scolaires, avec deux extrêmes. Moi, ce que j'ai pu constater, il n'y a pas d'études en France sur ce sujet-là. D'accord. Ce que j'ai pu constater sont des enfants qui vont surinvestir l'école, parce que c'est le lieu où on peut être un peu tranquille, où on va pas être trop mise à mal par l'enseignant, sauf si l'enseignant est violent, mais on peut espérer Oui. que c'est pas le cas. Et parce que ces enfants ont une aptitude à être toujours dans l'hyper-adaptation, l'hyper-performance, qui évite au père d'être violent, de crier, de se fâcher. Donc ce sont souvent des enfants qui vont surinvestir le milieu scolaire, mais on a des enfants qui vont être tellement pris par ces contextes de Violence. terreur où ils sont en hypervigilance, ils surveillent tout le temps, qui sont très fatigables, très fatigués, qui ont des problèmes attentionnels, qui ont des problèmes de concentration, de mémorisation, d'apprentissage, et qui vont décrocher scolairement. Donc c'est un petit peu les deux extrêmes, mais en tout cas l'impact, il est plurifactoriel, et l'enjeu pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre qu'il est dans le temps. Oui. C'est vraiment une bombe à fragmentation, ces violences. Il y a l'impact dans l'enfance, il y a l'impact, souvent ça décompense à l'adolescence et à l'âge adulte, et quand adultes, ils ont des enfants, et que les enfants, à l'âge qu'ils avaient, au pire des violences. Parce qu'on a beaucoup d'enfants, et c'est aussi important de le rappeler, qui dans ces contextes-là, sont en hyper-adaptation, ce qu'on décrit en faux self. Oui. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il va se dire il est sage, il est gentil, il pose pas de problème, etc. En fait, c'est des petits soldats, petits casques bleus. Ils s'hyper-adaptent pour ne surtout pas créer d'interfact qui puisse entraîner la violence du père. Donc, à la maison, ils anticipent en permanence, ils entendent le père arriver, ils vont être très sages, faire ci, faire ça, pour éviter qu'il se fâche, pour éviter qu'il dise des choses méchantes, pour éviter qu'il y ait des propos disqualifiants, en permanence, ils sont en hyper-vigilance, ces enfants. Quand on connaît, on arrive à les repérer. Quand on ne connaît pas, on peut se dire « Ah, ils sont gentils, ils obéissent bien, ils sont bien élevés, etc. » Et c'est souvent ce qu'on entend quand il y a des enquêtes auprès de l'entourage, ils n'arrivent pas à repérer. Ouais.
Ok, très bien. Donc l'enjeu, c'est dans le temps, dans la petite enfance, adolescent et puis une fois adulte. Et ce que tu évoquais aussi dans ton livre, c'est que à terme, donc sur les enjeux psychiques, on a parlé donc du trauma relationnel, du trauma développemental, du trouble de stress post-traumatique. D'ailleurs, tu évoques aussi dans le livre une prévalence très forte, bien sûr quand il y a des violences sexuelles, mais quand il y a des violences coercitives aussi. Au-delà des 50%, il me semble. Oui, oui, parce que l'enfant, il est en plein développement. Mmh. Alors, si c'est un adolescent de 16 ans qui subit un homme contrôlant parce que sa mère s'est remise en couple avec un homme violent, il a eu quand même 16 ans de vie où il n'y avait pas de violence, donc les conséquences ne seront pas les mêmes. Mais la majorité des situations, dans ce qu'on constate quand on fait des anamnèses, le contrôle s'aggrave au moment où la femme est enceinte. Il y D'accord. a des éléments qu'on repère avant, mais vraiment, il y a une bascule quand elle est enceinte, premier enfant, des fois deuxième enfant, et ces femmes essayent, quand elles arrivent à partir, les enfants ont 4, 5 ans. Souvent, c'est des petits, on a des enfants un peu plus grands, mais c'est des enfants en plein développement. Oui. Donc, que ce soit le somatique, le psychique, le relationnel, ça vient impacter leur perception du monde et leur perception de la relation à l'autre et à eux-mêmes. Ils n'ont pas de ressources antérieures, les enfants. Donc, les conséquences en termes de troubles de stress post-traumatique sont majeures et en termes de troubles relationnels dans la vie adulte sont très conséquentes et il faut le prendre en ligne de compte parce que souvent ils vont se mettre en couple avec un contrôlant ou au travail ils vont être victimes de harcèlement parce qu'ils ne savent pas se positionner autrement s'ils n'ont pas été pris en charge, hein. C'est C'est tout ça. l'enjeu du repérage et de la prise en charge. Très bien, merci. Et alors, tu évoquais le comportement de l'enfant qui peut être hyper adapté en faux self. Également, deux autres comportements, on en avait parlé dans le précédent podcast, mais je pense que c'est toujours bien de le rappeler. L'enfant qui a un comportement de protecteur soignant et le contrôlant punitif. Peut-être que tu peux en Oui, dire oui, tout un à mot. fait. Ce sont des comportements des enfants qu'on va constater quand on prend en charge ces situations-là et que madame est encore avec monsieur, mais Oui, surtout après la séparation. Et les enfants sont victimes de contrôle coercitif quand le couple est ensemble, mais ils sont encore plus victimes, plus ah, à risque d'être exposés quand le couple se sépare. Ça, il faut vraiment qu'on en parle. Et oui, ce qu'on va constater, c'est des enfants qui protègent. Quand la mère pleure ou la mère essaye et n'en peut plus, ils viennent, ils font un câlin. Rarement quand le père est là, hein, mais ils essayent de manifester auprès de leur mère leur présence, leur soutien. Il ne faut pas que cette figure d'attachement s'effondre. Donc ils sont vraiment dans cette démarche-là. Très souvent, et peut-être ça serait intéressant de faire une étude un peu statistique pour se rendre compte, moi je vois de plus en plus d'enfants qui vont être dans des stratégies de devenir des mini-mois de l'auteur, hein, hmm, le bras armé de l'auteur, et à avoir ces stratégies-là. Je le décris dans le livre. Psychiquement, ça se comprend. C'est-à-dire que l'enfant, il est dans un contexte où il y a un homme qui est terrorisant, qui menace, qui des fois qui frappe, qui terrorise, qui disqualifie, qui rend la vie vraiment infernale. Et ben, je vais plutôt me mettre de son côté à lui, m'identifier à l'agresseur plutôt qu'à la victime, parce que je veux surtout pas être la victime. Donc, je vais fonctionner comme lui et ça participe à des enfants qui, quand le père insulte la mère, des fois interpellent leur enfant pour qu'il insulte la mère, ou d'enfants, quand le père n'est pas là, qui vont vérifier ce que fait la mère, surveiller ce que fait la mère pour rendre des comptes au père, parce que c'est le petit soldat du père. Et quand il y a la séparation, on a ces situations-là, et moi j'ai plusieurs mamans qui m'ont contactée oui, et qui ont quitté un homme avec toutes les spécificités du contrôle et des violences coercitives. Les enfants étaient proches d'elle. Il y a une résidence alternée qui se met en place. Le contrôle continue. Et les enfants sont dans un contexte de manipulation mentale par cet homme, vraiment pris en otage psychiquement. Et comme ils ont beaucoup de temps avec lui, il faut survivre, bah c'est psychiquement moins risqué de se mettre du côté de l'auteur que de la victime. Et ils se mettent à fonctionner comme le père quand ils sont sur les temps de visite avec leur mère. oui. Et à un moment donné, c'est tellement insupportable je pense à des enfants, des filles, qui sont retournés temps plein avec le père. Donc oui, ça c'est très important à repérer. Voilà. Et donc, ce dernier comportement, c'est ce que tu appelles le contrôlant punitif. Oui,
Ok. punitif. Et je pense qu'on peut aussi préciser un point que l'on avait évoqué dans un autre podcast, c'est qu'il s'agit avant tout d'un conflit de protection pour l'enfant et non pas d'un conflit de loyauté, parce qu'on entend souvent Ah oui, oui, l'enfant est pris dans un conflit de loyauté. Et oui. en fait, non, c'est des mécanismes pour se protéger, comme tu viens de l'expliquer. Oui, c'est très important, je te remercie de faire cette remarque, parce qu'on lit beaucoup dans les rapports conflit de loyauté. Là, j'étais à un colloque au Luxembourg, conflit de loyauté. La loyauté, pour qu'on soit très clair, la loyauté, le conflit de loyauté, il existe avec un enfant qui a des parents qui s'entendent bien. Le week-end, il y a une activité, tu vas avec papa, avec maman. L'enfant, il va être en conflit. Il faut que il faut que je fasse mon choix, mais il faut pas que maman ou papa m'en veuille si je vais pas avec lui. Si le parent est safe, pas de problème. Mais on a des parents qui vont dire ah bah tu m'aimes plus, bah tu préfères ton père, des choses comme ça, qui sont très violemment vécues par les enfants. Mais quand les parents se séparent, quand un enfant a eu des liens sécurisants, protecteurs, positifs avec ses parents, il peut être en loyauté parce qu'il a peur de perdre cet amour-là, il a peur de Mm. perdre cette affection-là, cette protection-là. Donc, je vais vivre chez papa, chez maman, les vacances chez papa, chez maman. J'ai peur de blesser mon parent. Ok, quand les parents s'entendaient bien, quand on est en conflit et Oui, non pas en violence conjugale, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Par contre, quand l'enfant est victime de violence, qu'il a été victime de violence pendant la vie de couple et après, qu'il a subi ces violences coercitives, il n'y a pas de loyauté. Le parent violent, il n'y a pas de protection, il n'est pas perçu comme une image positive, même s'il s'identifie à lui, il n'est pas investi comme une image positive, mm, il n'est pas protecteur. Donc l'enfant, dans ce cadre-là, il n'est pas en conflit de loyauté, et ce que je dis, c'est qu'il est en conflit de protection, ce qui n'est pas du tout la même chose et qui est indispensable pour éviter d'être dans cette espèce de confusion orchestrée par le système social. Et on peut en dire un mot, l'homme qui est majoritairement l'auteur dans un contexte de culture, de domination masculine, ça on le sait dans notre culture française, et dans tous les textes qui existent, d'ailleurs, les principaux textes qui existent dans le code pénal et le code civil, la place de l'homme est très importante, la place de la famille est très importante, le lien familial est très important, et quand il y a de la violence coercitive, comme quand il y a de l'inceste, ça vient transgresser une représentation de la famille idéale, la famille bisounours. mm. C'est pas entendable, c'est pas supportable. Donc, on va dénier ces violences-là et de façon plus ou moins consciente. Le déni, c'est inconscient, mais on va banaliser, on va dénier véritablement. Et une forme de déni, c'est de dire conflit de loyauté. Du coup, conflit de loyauté, on est sur un conflit conjugal, un conflit parental, Oui. et on ne pense pas les violences. Et on va demander aux mères d'être en médiation parentale, en coparentalité Mm. avec un conjoint extrêmement violent, avec des entretiens à côté de lui. C'est juste impensable. C'est une surviolence qui est faite à ces femmes et indirectement, quand les enfants ne sont pas présents, aux enfants parce qu'ils en payent les conséquences après. Donc il faut bien nommer les choses. Conflit de protection, mais en précisant que le terme de conflit de loyauté est utilisé dans un contexte de déni Oui. sociétal persistant à l'égard des violences coercitives. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a vu les différents impacts et comme tu disais, ils sont pluriels. Et ce que tu disais aussi dans ton livre, c'est que ces impacts vont être très variables d'un enfant à un autre en fonction des ressources de l'enfant, en fonction de ses propres vulnérabilités. Et l'enfant est impacté depuis tout petit, et même intra-utéro, jusqu'à adulte. Oui, avec un point, il faudrait presque que tu dédies un podcast spécifique à la fratrie. Je trouve que ça serait Ah hyper oui, c'est vrai qu'il important, y avait un vrai point très commun. important. J'en parle souvent, donc je profite parce qu'au sein la fratrie, c'est Mm. un espace qui est assez formidable. Alors, il peut y avoir des tensions, il y a des temps où on est proche, pas proche, mais c'est très lié à la façon dont les parents ont éduqué, dont les parents ont investi les enfants, les dynamiques fraternelles. Hein. Quand des enfants ne s'entendent pas, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui sont induites plus ou moins volontairement par les parents par rapport à ça, sur la rivalité, ton frère il arrive, toi t'arrives pas, ceci, cela. Mais face aux épreuves de la vie, les fratries peuvent être des véritables ressources. Et il y a des situations de violence subies par les enfants de la part d'un parent où un enfant protège l'autre. Des Oui, fois, le petit va protéger le grand frère ou la grande sœur va protéger le petit frère, ou la petite sœur, mais le lien fraternel est un espace de protection. Par contre, ce que l'on constate très souvent,
c'est que quand il y a la séparation parentale, et il y a une fratrie donc qui va chez le père, par exemple, qui est contrôlant, le père va utiliser un enfant contre l'autre. Et certaines fois, c'est pas le même. Un coup, il est gentil avec, on va dire, garçon-fille, la fille, odieux avec le garçon, il le disqualifie, il l'humilie, il le rabaisse, il le traite différemment. Des enfants qui vont pas avoir le droit de manger, qui n'ont pas le droit de se changer de vêtements, alors que l'autre peut le faire. Oui. Et on a des situations où c'est très orchestré. Soit c'est toujours le même enfant qui est la cible du parent contrôlant, soit le parent contrôlant alterne. Et ce qui fait que quand les enfants reviennent dans un milieu sécure chez la maman protectrice, c'est assez insupportable pour eux, parce que si moi je suis petit garçon, j'ai été moqué par ma petite sœur, je donne l'exemple d'un père qui utilisait la petite sœur pour chanter il chatouillait son fils jusqu'à ce qu'il surine dessus. Le petit garçon restait avec son pantalon plein d'urine tout le week-end. Et la petite sœur, qui avait 2-3 ans à l'époque, était conditionnée par le père pour chanter et se moquer de lui. Bah, quand ce petit garçon et cette petite fille rentraient chez la maman, pour le petit garçon, c'était insupportable. Il supportait plus sa sœur. Donc il y a des fois des violences très graves que l'on constate de retour dans le milieu. Je dis chez la mère protectrice. On a des pères protecteurs, c'est Oui. rare, mais il y en a. Et d'enfants qui vont être très violents entre eux. Parce que c'est le symptôme, les conséquences de ce qui s'est passé chez l'autre parent. Donc c'est aussi important la fratrie, là on n'a pas trop le temps de développer, mais Oui, oui, oui. très volontiers pour consacrer un Ah ben podcast avec sur la plaisir, fratrie dans ces avec situations-là. plaisir. Oui, et on est toujours dans cette attaque du lien, quel qu'il soit, que ce soit avec le parent victime, que ce soit avec les enfants, une attaque du lien dans tous les sens, en Tout fait. à fait. Ok, très bien, merci. Alors, sur les signes, on a évoqué plein de choses en termes de symptômes, ce qui permet de donner des signes de repérage. Est-ce que tu vois d'autres éléments qui seraient bons d'évoquer? Bah, il y a tellement de choses. Eh Je oui, pense que pour les personnes qui écoutent le podcast et qui se diraient, bah mince, il y a peut-être dans mon entourage ma sœur, ma fille, ou une maman d'élève qui subit ça, les signes ne sont pas toujours très visibles. Et c'est pour ça que je vous incite vraiment à lire mon ouvrage parce que je donne un tas d'exemples. mm, On a beaucoup de signes qui sont invisibilisés ou qui sont plutôt en creux, d'enfants qui vont, je disais, hyper adaptés, mais qui vont être dans quelque chose où ils n'expriment pas leurs émotions. Ces enfants-là ont beaucoup de mal à gérer les émotions. Souvent, ils vont être en retrait, pas les exprimer. Des fois, ils vont avoir des décharges de crises de larmes où tout d'un coup ça déborde, on ne comprend pas tellement pourquoi. Mais au niveau émotionnel, il y a une attaque qui est très forte parce que l'enfant est interdit. Il est interdit d'être. Il n'y a pas d'altérité. Un enfant qui est exposé, comme la femme, hein, à ce type de violence, c'est qu'un objet, c'est pas un sujet. Donc l'émotion est vraiment très compliquée. Et en plus, quand le parent contrôleur est là, si l'enfant pleure, il est puni, il est moqué. S'il réagit comme ceci, il est moqué, il est disqualifié. mm. Donc l'enfant, il apprend. Il n'apprend pas justement à exprimer ses émotions et il va plutôt apprendre ou en tout cas être conditionné pour s'interdire de les exprimer. Donc du coup, c'est un élément qui est important dans les signes, mais il faut savoir que c'est un signe plutôt en creux d'enfants qui sont toujours en retrait, qui sont très isolés, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de camarades, parce que quand vous n'êtes pas invité, vous n'invitez pas les copains, au bout d'un moment, vous êtes isolé à l'école. Eh oui. D'enfants qui vont toujours dire oui à l'hôpital, qui n'ont jamais mal, qui ne se plaignent jamais de douleur. Sur des soins qui sont comme une prise de sang, qui peuvent être douloureux, mais qui par contre vont avoir des troubles psychosomatiques. Donc c'est toute cette attention-là qui est apportée aux enfants pour ne pas attendre qu'il y ait des troubles massifs majeurs, parce que vous allez attendre longtemps, et surtout se dire qu'un enfant qui est dans cette situation-là, il va rarement se plaindre, il va rarement nommer, surtout si l'éducatrice elle vient à la maison chez le père et elle repart, l'enfant il reste avec le père, il va Oui. rien dire sur le père, ou si à l'école il y a le père qui est pas loin, qui vient aux visites scolaires. Donc l'enfant il est pris dans quelque chose où il faut qu'il révèle, qu'il témoigne de violences qu'il subit de quelqu'un qui socialement est marqué comme celui qui a l'autorité. Mm. C'est juste insupportable. Donc c'est important d'être attentif à tous ces symptômes un petit peu en creux. Des enfants trop sages, trop compliants, on est quand même attentif à ce qu'ils ne vivent pas des choses à l'inverse. Sur le côté manifeste, ils sont très sages, mais au niveau latent, le bas de l'iceberg, est-ce qu'ils ne subissent pas des choses violentes? Il faut être attentif à tout ça.
Très bien, merci beaucoup. Alors, Anasio, pour une enfance protégée, c'est aussi donc toujours l'enfant au cœur du sujet. Comment le protéger? Dans ton livre, tu évoques le soin, justement le repérage, la parole. Est-ce que tu veux dire quelques mots à ce sujet, s'il te plaît? Oui, je pense que c'est très important de protéger l'enfant, bien évidemment. Moi, c'est le combat de ma vie, Mm. l'investissement de ma vie. Je dis combat parce que des fois, il faut vraiment lutter par rapport à des résistances institutionnelles, par rapport à des attaques que l'on peut avoir à tout niveau de gens qu'on dérange. Je pense qu'il est essentiel de comprendre l'enfant. Pour protéger l'enfant, il faut le comprendre. Parce qu'on a souvent cette phrase, il faut croire l'enfant. Bien sûr qu'il faut croire l'enfant, mais le croire l'enfant est souvent dégagé de ce que ça signifie. L'enfant, il va dire des choses dans son ressenti, dans sa perception, dans ce qu'il peut comprendre à ce moment-là. Et il ne s'agit pas de croire aveuglément ce que dit l'enfant, parce que certaines fois, on peut être à côté d'une réalité, mais de comprendre Mm. l'enfant. Je prends un exemple d'un enfant qui dit papa, il veut me tuer. Le père n'a peut-être pas formulé je vais te tuer. Mais l'enfant perçoit la violence du père comme une menace de mort. Donc s'il y a une enquête et qu'on se rend compte au final qu'à aucun moment le père n'a dit ça, on va dire l'enfant est un menteur. Je crois l'enfant quand il me dit papa veut me tuer. Si on le prend juste mot pour mot et qu'on fait une enquête, on va se rendre compte certaines fois que le père n'a jamais prononcé ces mots-là. Et Oui, ça se traduit l'enfant est un menteur. Mais si on comprend l'enfant, qu'est-ce qui amène l'enfant à dire ça? Papa veut me tuer. Si on comprend, si on est dans cette démarche réflexive de compréhension des troubles, de compréhension du vécu de l'enfant, eh ben on pourra le protéger. Donc moi je suis vraiment le protéger l'enfant mille fois oui, le comprendre, c'est fondamental pour pas se précipiter et essayer de repérer tous ces signes. Et bien c'est ça. évidemment, dans la protection, le repérage est fondamental. Le repérage et puis permettre à l'enfant de restaurer un minimum de confiance en lui et de confiance en l'autre. Oui, et alors juste pour rebondir, parce que c'est très important, ton point de comprendre l'enfant dans son vécu, tu as évoqué dans ton livre l'empathie transitionnelle Oui, et une technique pour vraiment se mettre à hauteur de l'enfant et l'entendre dans ce qu'il croit, ce qu'il ressent. Tu veux en dire un mot? oui, oui, moi c'est une technique que j'ai développée, que je présente dans plusieurs de mes ouvrages pour que les gens aient des repères. C'est déjà dire je, Oui, utiliser ce qu'on ressent. J'ai oui, l'impression que, ou je me dis que, ou l'enfant il dit rien, ou bah voilà, moi je suis psychologue ou je suis maîtresse, je m'occupe d'enfants et quand je te vois comme ça me fait penser à ça. On va vers l'enfant. Si on attend que l'enfant vienne vers nous, on va attendre longtemps. Donc l'empathie transitionnelle, au sens de Winnicott, transitionnelle, mmh, c'est faire le lien avec l'autre, c'est donner du sens à quelque chose, c'est rendre un espace relationnel, un espace potentiel de compréhension. Donc je suis ce support-là, on n'est qu'un support de sens pour l'enfant. Dire je, c'est important parce que ça recrée des liens entre lui et moi. Et dire à un enfant, t'es fatigué, c'est pas pareil que je te trouve fatigué. mmh, Tu es sage ou je te trouve sage. Mais je sais qu'il y a des enfants très sages, des fois, qui vivent des choses difficiles. Donc, on est dans des stratégies de décryptage, de compréhension, bah, d'éviter l'enfant qui va mal, de banaliser. Mais non, mais c'est ton père, tu sais, bah, il était en colère. Mais c'est ton père, quand même, de banaliser la violence. C'est une surviolence qu'on fait à l'enfant, où il s'est un petit peu fâché. Il n'y a pas de petite fâcherie, il n'y a pas de petit trauma. Donc c'est toutes ces techniques-là qui sont vraiment fondamentales. On pourra consacrer aussi, si tu le veux, je vais prendre un abonnement avec ton podcast à ce sujet-là, mais c'est vraiment fondamental. parfait. Apprendre à parler à l'enfant pour pouvoir le protéger, le consoler, donner du sens, sans le stigmatiser, le réduire à ça, à ces violences-là. L'identité d'un enfant ne devrait pas être limitée à toutes les violences qu'il a subies, aussi horribles soient-elles. Ouais, très bien, merci. Donc apprendre à comprendre l'enfant, apprendre à lui parler, apprendre à repérer et tu donnes en effet énormément d'outils, pour les professionnels pour repérer toutes ces techniques de contrôle au-delà, des signes cliniques et le soin. Donc le soin pour, lui redonner confiance, tu évoquais à l'instant. Le soin aussi en systémie mère-enfant? Oui, bien sûr. Et peut-être, on en a parlé dans notre précédent podcast et je renvoie donc les personnes sur le précédent podcast, mais
entendre l'enfant. Et il y a un biais qui m'arrive d'entendre, et tu en parles dans ton livre, c'est que certains peuvent se dire: «L'enfant ne parle pas, c'est qu'il est manipulé», alors que l'enfant qui explique plein de choses, c'est un enfant qui n'est pas manipulé. Donc je pense qu'il peut y avoir un biais cognitif. L'enfant qui ne parle pas, tu disais, dans ton livre et dans notre précédent podcast, l'enfant ne parle pas parce que les mots, c'est, l'outil de la violence de l'auteur. Alors, les mots, c'est l'outil de l'auteur, hein. Si tu parles, tu seras pas cru. Et puis l'enfant, il parle, ton papa, il est tellement gentil. Donc, tout de suite, la parole n'est pas le support le plus simple pour un enfant victime. Parler, ça fait revenir aussi les images, ça fait Oui. revenir aussi les bruits, les cris. Ça réactualise tout ça, c'est aussi assez insupportable. Et on va être dans le décryptage sans forcément utiliser la parole comme vecteur de médiation. C'est pour ça que souvent les thérapies par le dessin, par le sport, par d'autres activités peuvent être extrêmement aidantes pour permettre à l'enfant de ne pas rester seul par rapport à ce qu'il ressent, puisqu'on a aussi des enfants qui sont souvent écrasés par la honte, la culpabilité. Et s'il vit ça, c'est la règle de vie. Comprendre que ça peut être ailleurs autrement, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est tout ce maillage qu'on a à avoir entre professionnels, tout ce soutien qu'on a à avoir avec ses enfants, comprendre que certaines fois ils ont pu parler, d'autres fois non, et éviter de dire pourquoi t'as pas parlé plus tôt, parce que ça c'est très culpabilisant, mais plutôt qu'est-ce qui s'est passé, tu pourrais m'expliquer pour que j'essaye de comprendre ce qui fait que tu n'as pas pu parler ou ce qui s'est passé par rapport à ta parole. Donc c'est parler aux enfants, c'est tout un art, hein. Moi je dis souvent que c'est l'art de l'infinie délicatesse. On est des artistes au sens où on s'adapte à chaque enfant, à chaque situation, et on essaye d'éviter d'être dans le jugement de valeur. Dans mon livre, j'aborde avec toutes les complexités que sont les vécus d'enfants, comment prendre en charge, comment repérer. Et en effet, je donne beaucoup, beaucoup d'exemples parce que je pense que c'est ça qui aide aussi après à être dans l'intervention. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Un mot de la fin, j'en aurais plein, tu me connais, je suis bavarde. Il n'y a pas de petit trauma, et il y a des bébés victimes de violence, il y a des enfants victimes de violence, il y a des ados victimes de violence, il y a des adultes qui ont été victimes de violence. Arriver à vivre avec ça, c'est compliqué, c'est possible, je pense que c'est important de ne pas stigmatiser, mais de ne pas banaliser non plus. Donc s'il y avait un mot, c'est pas de petit trauma à hauteur d'enfant. Un parent qui terrorise un tout petit, ça peut avoir des conséquences dramatiques dans son développement, et il faut qu'on puisse le reconnaître, le comprendre pour pouvoir le repérer et s'autoriser à le prendre en charge, parce que c'est aussi violent pour des intervenants d'être face à ces violences-là. Mais des podcasts comme le tien permettent ce décryptage-là. Être présent pour un enfant, c'est essentiel. Un enfant, il ne peut pas vivre sans un adulte présent à ses côtés. Donc chacun a sa place, et je pense que c'est fondamental. Mais vraiment, s'il y a un mot, c'est pas de petit trauma à hauteur d'enfant. Merci beaucoup, Hélène. Merci énormément pour Merci Sybille. cet échange de qualité au service des enfants. Merci encore pour ton ouvrage, et à bientôt alors. À bientôt Sybille. Merci à toi. Merci. Merci à Hélène Romano pour la qualité de ce témoignage et son expertise sur le sujet. Je vous invite à aller découvrir son livre « Repérage et prise en charge des enfants exposés au contrôle coercitif » aux éditions de Bec. Vous y découvrirez beaucoup d'outils concrets et d'exemples. Découvrez également son podcast intitulé Parenthème, qui aborde les questions difficiles que les parents peuvent se poser dans l'éducation de leur enfant, en particulier lorsqu'ils sont exposés à des événements traumatiques. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez retrouver le podcast Anasio sur les chaînes d'écoute, sur le site anasio.fr, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Nous vous disons à bientôt pour la suite.